Votre fidélité nous honore sur le Volcan News. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal dont voici les principales articulations. La situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, les forces armées de la RDC ont mené des frappes aériennes contre des positions de l'AFC en 23 dans le territoire de Walikale, alors que des violents affrontements ont également été signalés à Rutshuru. Après 3 jours de combat, si un calme relatif est observé, la tension reste vive et des mouvements de population ont été enregistrés. Dans la région de Beni, la menace des ADF continue d'alimenter la psychose. Des alertes ont été signalées à Mangina, Mambasa et Lubero, quelques jours seulement après des attaques meurtrières et en fait plusieurs morts. Sur le plan diplomatique, l'ONU conditionne tout déploiement à Goma à des garanties sécuritaires claires, tandis qu'à Washington, des responsables américains accusent Kinshasa et Kigali de ne pas respecter leurs engagements. 2 points. Mesdames, Messieurs, les détails y afférents, c'est à suivre dans ce journal. Installez-vous confortablement et bonne condition d'écoute. On démarre ce journal déjà avec cette nouvelle. La situation sécuritaire reste préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Dimanche et lundi, les forces armées de la RDC, FARDC en sigle, ont mené de frappes aériennes par drone contre les positions de l'AFC M23 à Minjenji, près d'Ompetsi, dans les territoires de Walikane. Selon des sources locales, les bombardements ont visé des bases logistiques et des points de regroupement des éléments de l'AFC M23. Plusieurs combattants auraient été blessés et évacués vers l'hôpital général de Mweso. Des précisions dans ce rendu de la rédaction. Suivez. Selon des sources locales contactées dans la zone, les bombardements ont visé des positions identifiées comme des bases logistiques et des points de regroupement du mouvement AFC M23. Pour plusieurs combattants de l'AFC M23 auraient été blessés au cours des frappes. Toujours d'après ces sources, les blessés auraient été évacués vers l'hôpital général de référence de Mweso pour y recevoir des soins. Ces informations ont été corroborées par des sources indépendantes basées à Kalembe, localité située non loin de la zone des affrontements. Aucune communication officielle détaillant un bilan précis n'a été rendue publique au moment de la rédaction de cet article. Et ces frappes interviennent alors que le M23 intensifie ses mouvements autour de la zone stratégique de Pinga, considérée comme un verrou important dans les territoires du Walikane. Pinga occupe en effet plutôt une position géographique clé à la croisée de plusieurs axes permettant de relier différentes localités du Nord Kivu. Le contrôle de cette zone offre un avantage tactique majeur tant pour la mobilité des troupes que pour l'approvisionnement logistique. Depuis plusieurs mois, des rapports concordants font état des renforcements progressifs des positions de l'AFC M23 dans le groupement Kisimba, notamment en Petit, et dans les villages environnants. Cette consolidation sur le terrain aurait accentué la pression sur les positions des FARDC et alimenté les craintes d'une nouvelle offensive vers Pinga. En réponse, l'armée congolaise semble avoir opté pour une stratégie combinant opérations terrestres et recours accru aux frappes aériennes ciblées. L'utilisation des drones dans les opérations militaires des FARDC marque une évolution notable dans la conduite des combats. Ces appareils permettent de surveiller des zones difficiles d'accès et de mener des frappes avec une précision accrue, notamment dans les reliefs accidentés et les zones forestières caractérisées du Nord Kivu, caractéristiques plutôt du Nord Kivu. Toutefois, cette intensification des moyens militaires s'inscrit dans un environnement déjà fragilisé par des années de conflits. L'AFC M23 actif depuis plusieurs années dans l'est de la RDC demeure l'un des principaux acteurs armés dans la région. Sa résurgence et ses avancées successives ont ravivé les tensions sécuritaires et diplomatiques, notamment en raison des accusations récurrentes et des soutiens extérieurs formulés par Kinshasa, accusations que les pays concernés ont toujours rejetées. Malgré les initiatives régionales et internationales visant à obtenir un cessez-le-feu durable, les affrontements se poursuivent sporadiquement sur plusieurs fronts du Nord Kivu. Au-delà des enjeux militaires, la situation continue de peser lourdement sur les populations civiles. Les combats répétés provoquent des déplacements, perturbent les activités économiques et compliquent l'accès aux services de base, notamment aux soins de santé. Et si aucun bilan civil n'a été officiellement communiqué concernant les frappes des Midjedje, les organisations humanitaires soulignent régulièrement les risques encourus par les communautés vivant
à proximité des zones de combat. En frappant les positions de l'AFC M23 à Midjedje, les FARDC cherchaient manifestement à contenir l'expansion du M23 et à sécuriser les zones stratégiques du territoire du Wadi-Kale. Reste à savoir si cette pression militaire suffira à inverser le rapport des forces sur le terrain ou si elle entraînera une nouvelle phase d'escalade dans une région déjà profondément marquée par l'instabilité. Depuis dans le territoire voisin de Rutshuru, un calme relatif est observé depuis ce 11 février 2026 à Kilama, après 3 jours d'affrontement entre l'AFC M23 et les Wazalendo du CMC-FDP. Le combat a débuté depuis le 8 février 2026 dernier par des attaques simultanées contre plusieurs positions locales, notamment à Mayego et Bugabo. Les sources sur place évoquent l'usage des drones kamikazes, d'artillerie lourde et bombardements avant une tentative d'avancée terrestre. Les Wazalendo affirment avoir repoussé les assaillants. Puis ces violences ont provoqué des déplacements de civils vers des zones jugées plus sûres. Malgré l'accalmie actuelle, la population reste inquiète d'une possible reprise des hostilités dans cette région stratégique du Nord Kivu. Nous l'avons dit dès l'ouverture de ce journal. Par ailleurs, la menace de groupes armés continue d'alimenter l'insécurité dans la région de Beni. La société civile de Moulekira alerte sur la présence persistante des ADF dans les secteurs de Beni-Maou, à Mangina. De rumeurs d'incursions ont perturbé les activités agricoles à Toua, Moulois et Mondoubiena. En territoire de Mambasa, de notables signalent de mouvements suspects d'hommes armés près d'Apetineko et d'Elaké, appelant à l'intensification des opérations FARDC-UPDF. En Diapanda, par exemple, au territoire de Loubero, plusieurs quartiers se sont vidés après des informations faisant état de la présence présumée des ADF, quelques jours seulement après des attaques meurtrières ayant causé entre 15 et 21 morts à Isigo et Mabimi. Les Nations Unies conditionnent le déploiement d'une mission de surveillance à des garanties sécuritaires claires. En visite à Kinshasa le 10 février 2026, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, a affirmé que l'ONU ne peut utiliser l'aéroport de Goma sans assurance de parties en conflit. Bien que l'accord ait été signé à Washington en décembre 2025 dernier entre la RDC et le Rwanda, les combats persistent. La MONUSCO doit mettre en place un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu avec un démarrage envisagé à Uvira. Toutefois, la fermeture prolongée de l'aéroport de Goma complique la logistique du déploiement, confirme des sources proches de la MONUSCO. Et nous avons principalement parlé de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris à Doha, à Washington, qui doivent amener des progrès, nous l'espérons fortement, vers la paix et la stabilisation à l'est du Congo. Et nous avons dit à Madame la Première ministre que la MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu, en commençant par Uvira et ensuite progressivement, nous l'espérons, vers le reste de la zone affectée par la situation actuelle. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements et notamment le respect du cessez-le-feu. Les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts, encore une fois, et nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. Dans le même contexte diplomatique, la députée américaine Sarah Jacobs a accusé la République démocratique du Congo et le Rwanda de ne pas respecter leurs engagements de paix devant les sous-comités sur l'Afrique du Congrès américain. Elle a affirmé que Kigali continuerait de soutenir les mouvements politico-militaires AFC M23 et de déployer entre 5 000 et 7 000 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a également évoqué une offensive sur Uvira. Par ailleurs, elle a dénoncé des rapports faisant état d'une collaboration entre le FARDC et le FDLR. L'élu
a appelé les deux parties à respecter strictement les accords afin d'éviter une nouvelle escalade régionale. Suivez. And let me be clear. Both parties have made commitments that they have failed to maintain. Rwanda clearly continues to support the M23 and deploy its own forces, the latest numbers ranging from 5,000 to 7,000 troops in eastern Congo, not including the latest Uvira offensive in violation of the DRC's sovereignty. And the DRC military, for its part, has reportedly continued collaboration with the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, a militia founded by the leaders of the 1994 Rwanda genocide in contravention of the Accords. Dans la Grande Orientale, la province du Bas-Ouélé a condamné une attaque par drone visant l'aéroport du Bamboka dans la province de la Chopo à Kisangani, attaque de jouets par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur Mike David Mokedi a dénoncé une agression et a réaffirmé son soutien au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, pour défendre l'intégrité territoriale. Cette position s'inscrit dans une mobilisation plus large des provinces de la Grande Orientale qui appelle à l'unité nationale. Les autorités locales saluent les efforts diplomatiques et militaires en cours pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rendons-nous à Beyi, où le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Gimi Makambo, a présidé la première parade annuelle. Il a dénoncé la recrudescence du banditisme urbain et a rappelé aux policiers leur mission de protection du citoyen dans le respect des droits humains. Il a également annoncé un programme d'accompagnement des 100 couples de policiers pour garantir la protection sociale des familles en cas de décès. Cette initiative vise à renforcer la stabilité en termes de forces de l'ordre dans un contexte sécuritaire déjà fragile. Sur le plan infrastructure, la société civile de Moulekera dénonce la lenteur des travaux du pont en construction sur la route nationale numéro 44. Les usagers empruntent des déviations précaires, augmentant le risque d'accident. Il appelle à l'implication urgente de l'OVD à Minova. Le pont Buganga, récemment effondré, perturbe fortement les échanges commerciaux. Les autorités promettent une intervention rapide afin de rétablir la circulation sur cet axe stratégique. Le gouverneur Patrick Boussou-Bangui s'y rendit. Suivez. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui, a effectué ce mardi 10 février 2026 une visite éclair dans la cité de Minova, à l'extrême nord du territoire de Calais, au lendemain de l'affaissement du pont Buganga au PK 147 sur la nationale numéro 2, reliant Minova avec le reste de la province. Accompagné de hautes personnalités politiques et militaires du mouvement révolutionnaire AFC M23, le chef de l'exécutif provincial est venu s'enquérir personnellement de la situation au regard de la portée importante de l'ouvrage qui permet d'assurer la liaison entre les provinces du Nord et du Sud Kivu, à la suite des pluies récurrentes qui se sont abattues sur la région. Ce pont présentait déjà d'énormes risques avec ses culées qui s'étaient progressivement érodés suite notamment aux crues de la rivière. Pour Patrick Boussou-Bangui, il était également question, avec cette visite, de dresser une évaluation complète de la situation et des besoins urgents. Enfin, sur le plan institutionnel, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à la cérémonie marquant le 10 ans de l'École nationale d'administration. Le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement d'examiner la construction d'un campus moderne pour renforcer la formation de cadres publics. Depuis sa création, l'ENA a formé 840 fonctionnaires. Le chef de l'État congolais a insisté sur la méritocratie et la lutte contre la corruption, appelant les nouveaux diplômés à servir l'État avec intégrité et efficacité. À l'occasion, il a salué la mémoire du général Mamadou Ndala tombé sous les combats. Suivez. Chers énarques de la 9e promotion, vous avez fait un choix hautement symbolique. Vous avez placé votre promotion sous le nom du général Mamadou Ndala. Ce nom n'est pas un simple emblème. C'est un héritage, bien plus une responsabilité. Porter ce nom, c'est de vous obliger à la hauteur d'intégrité, hauteur de discipline, hauteur de courage. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité
l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire et vous en êtes désormais en toute conscience les gardiens. L'État a investi en vous. En retour, vous lui devez compétence, intégrité, patriotisme. J'ai instruit le gouvernement de veiller à votre intégration rapide et optimale dans les services publics afin que votre formation ne soit pas un diplôme de plus, mais un outil immédiatement mobilisé au service des Congolaises et des Congolais. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette nouvelle que nous bouclons la boucle de cette grande livraison d'actualités sur le Volcan News. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne et on se fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.